Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Laurie, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LMT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Helloasso. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Holberton School France, dont voici une présentation. Holberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de 3 campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura 5 en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère du Travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute! Pour ce 40e épisode de l'année, j'ai le plaisir de recevoir 2 entrepreneurs. Il s'agit de Sylvie Hudel et de Marjolaine Nantillet, qui sont à la tête de l'atelier du Fermont. Dans cette conversation, elles reviennent sur les débuts de cette aventure et comment, de fil en aiguille, cette entreprise a vu le jour. Marjolaine et Sylvie sont venues dans les locaux de LMT pour me raconter comment on fait du kéfir de fruits, comment elles ont connu Laval Mayenne Technopole, et en particulier Thomas Crudier, que j'avais déjà reçu dans l'épisode 30, comment elles ont appréhendé l'entrepreneuriat et quel est leur état d'esprit au quotidien, qui est finalement, selon elles, une des clés de leur succès. Après cet épisode, vous aurez envie de goûter, si ce n'est pas déjà fait, leur recette de cette boisson fermentée ancestrale. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Hudel et Marjolaine Nantillet, qui sont les 2 cofondatrices de l'atelier du Fermont. Merci de venir pour le podcast LMT 25 ans. Et elles vont nous expliquer comment elles ont eu l'idée de ce concept. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter ? Déjà bonjour, je vais laisser Sylvie se présenter puisque c'est elle qui est à l'origine et moi je vous raconterai ensuite mon histoire. Bonjour, alors moi c'est Sylvie. Me présenter en quelques mots. J'ai déjà 60 ans et j'ai eu une longue carrière d'infirmière et puis j'ai dû opérer une reconversion professionnelle il y a maintenant, en 2017. Oui, il y a 4 ans. C'est ça, il y a 4 ans. Voilà, je vous raconterai peut-être dans quelles circonstances j'ai opéré cette reconversion, mais voilà, maintenant je suis chef d'entreprise. Et moi c'est Marjolaine, j'ai 28 ans, j'allais dire 24, mais j'ai commencé quand j'avais 24 ans. Et ensemble on a cofondé l'atelier du Fermont, qui est une idée qui est à la base de Sylvie et que j'ai rejoint ensuite. C'est tout à fait les questions suivantes parce que je voulais dire, comment avez-vous eu l'idée de créer l'atelier du Fermont ? Que propose l'atelier du Fermont ? Alors quand je me suis retrouvée disponible, j'ai eu envie de continuer à être utile, à avoir une activité professionnelle. Je me suis beaucoup posé de questions. Et puis je faisais déjà du kéfir de fruits à la maison. J'en faisais depuis 40 ans, depuis toujours. Et en cherchant des idées, je me suis rendu compte que en fait, le kéfir n'existait pas en prêt à boire. Si on voulait boire du kéfir, il fallait le faire soi-même à la maison. C'était plus tellement adapté à la vie de maintenant. Et donc j'ai eu l'idée de le fabriquer et de le proposer en prêt à boire. C'est comme ça qu'est venue l'idée, tout simplement. C'est ça, et en fait il se trouve qu'au moment où elle a eu cette idée-là, moi j'entrais en
cursus entrepreneuriat à la fin de mes études. Et on s'est dit, go, on essaye, on tente l'aventure. Et juste pour préciser, donc on a monté l'atelier du ferment, qui est un atelier de fabrication de kéfir de fruits. Et le kéfir de fruits, c'est une boisson fermentée ancestrale qui existe depuis toujours, mais qui s'était un peu perdue avec le temps. Donc ça donne quelque chose de naturellement pétillant, très peu sucré et surtout plein de probiotiques. Donc c'est une boisson plaisir et santé, une alternative au soda, au jus trop sucré, trop chimique et à l'alcool aussi. Comment ça se passe le processus là ? Comment on obtient du kéfir de fruits ? Le kéfir de fruits, c'est assez simple de le fabriquer. En fait, il était fabriqué depuis toujours dans les foyers et comme je le disais, ça s'est perdu. On utilise un ferment qui s'appelle les grains de kéfir de fruits. Donc, c'est des bonnes bactéries, des bonnes levures qu'on va mettre dans de l'eau avec un petit peu de sucre, des agrumes et des fruits séchés. Et puis ensuite des fleurs, des plantes, un peu tout ce qu'on veut. On laisse ce petit mélange fermenter pendant 24 à 48 heures. Ensuite, on filtre et on embouteille et ça nous donne une boisson du coup qui est pétillante, peu sucrée comme je le disais, parce que pendant la fermentation, les ferments transforment le sucre en gaz et en bonnes bactéries, bonnes levures qui viennent donner des bénéfices santé en fait à l'organisme. Au début, quand vous êtes lancé, donc quels étaient les enjeux au tout départ de la création ? En fait, on n'y connaissait rien. Voilà, et je crois qu'il n'y avait pas d'enjeu. Moi, je voulais faire quelque chose de ma vie, quelque chose d'utile aux autres et d'intéressant pour moi, je cherchais un peu de challenge aussi, mais il n'y avait pas d'autre enjeu que, je ne sais pas si ça va faire sérieux de dire ça, mais de s'amuser, de se faire plaisir. Et avec Marjolaine, qui n'y connaissait rien non plus, on se sentait forte de n'y rien connaître toutes les deux, mais de tenter une aventure un peu folle. Et on ne savait pas où ça nous mènerait et ça ne nous inquiétait pas. On voulait démarrer quelque chose. Oui, totalement. Après, on s'est assez rapidement rendu compte que en fait, c'était une montagne. Assez rapidement, on a réalisé qu'on avait été un peu naïve. C'est ça, oui. Mais bon, à chaque fois, on se disait, on va un peu plus loin. On essaye encore un peu. Et en fait, l'entreprise s'est créée comme ça. C'est comme si on avait créé une entreprise sans s'en rendre compte, en fait. Oui, c'est ça. Et on surmontait chaque difficulté pas à pas. On était toutes surprises de voir que ça marchait, alors on continuait, mais il n'y avait pas de grande ambition de départ, ni d'enjeu. C'est peut-être, du coup, il n'y avait pas de pression non plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi à le faire. Oui, totalement. Pourquoi vous avez commencé ? Voilà, vous vous êtes dit, il nous faut un local, ou vous vous êtes dit quoi au tout départ Justement, comme il n'y avait pas d'enjeu, pas d'ambition, on a commencé dans notre cuisine, tout voilà. simplement. Avec les gamelles existantes, les bocaux existants. On achetait quelques dizaines de bouteilles pour embouteiller. Et puis, on voyait que ça partait, on en rachetait quelques dizaines. Mais c'était tellement artisanal, même le mot est grand. C'était vraiment du fait maison. Et en fait, au fur et à mesure, ça a duré 1 an. Pendant lequel on est vraiment passé du projet, de l'idée au projet, puis du projet à l'entreprise. Et en 1 an, on a intégralement étiqueté et embouteillé à l'entonnoir 10 000 bouteilles étiquetées à la main quand même. Et on les a vendues sur le marché en Mayenne. Et à la fin de cette année-là, on s'est rendu compte qu'en fait, on tenait quand même quelque chose finalement. Et c'est là, on avait une preuve de concept et c'est là qu'on s'est dit, ok, on passe à l'étape supérieure, on crée une entreprise et on prend un petit atelier pour voir ce que ça donne l'étape d'après, quoi. C'est ça, et la première année, on s'est totalement autofinancé. On vendait un petit peu, on rachetait un peu de matières premières, on revendait un petit peu, on rachetait encore les matières premières, et on s'est autofinancé comme ça. Donc en fait, on ne prenait pas de risques. Chaque jour, ça marchait, mais chaque jour, on aurait pu aussi arrêter. Donc la pression était pas trop importante. Oui, totalement. Comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole ? Eh bien, ça, c'est Sylvie. Voilà, ça va tout à fait dans cette lignée. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on ait une entité. Si on voulait vendre, il fallait avoir une existence légale. Et puis en fait, on ne savait pas comment monter une entreprise, donc on s'est dit on va aller demander, quoi. C'est ça, on n'avait aucune idée même de comment ça commençait. Donc je me souviens très bien qu'il y a eu une soirée de la création et reprise d'entreprise. Et je suis allée à cette soirée. J'ai eu la chance incroyable de tomber sur Thomas Cribier de LMT.
Et je lui ai raconté mon histoire. Je vois encore ses grands yeux étonnés. Et puis ça l'a intéressé, hein, je pense. Il m'a demandé de revenir chez LMT, raconter mon histoire de nouveau et de nouveau. Et 3 ans après, on était toujours chez LMT à demander conseil et à grandir. Vous avez été accompagné dans le cadre de l'incubateur, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous retenez de l'incubateur? Vraiment, moi ce que je me souviens, c'est notamment le côté humain. Enfin, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas été accompagné par LMT. Donc on dit Thomas parce que c'est Thomas qui était notre référent. Il nous a énormément apporté sur comment on monte une entreprise, ce qu'on disait, quelles sont les différentes étapes. Et à chaque fois, on revenait le voir en lui disant « Bon bah voilà, c'est bon, on a fait ce que tu nous as dit, c'est quoi la suite ?» Et il nous donnait l'étape d'après, donc ça c'était assez incroyable. Et sur la partie aussi accompagnement financier, mise à disposition d'un réseau, c'est assez énorme tout ce que ça nous a apporté. Ça nous a permis vraiment de se développer plus rapidement, de pouvoir faire des travaux de recherche sur notre produit, de recherche et développement. Et je crois que j'oublie encore plein de choses, mais l'accompagnement était vraiment extrêmement complet, quoi, des formations. Oui, je crois qu'on oublie déjà, et puis maintenant ça nous paraît évident. Mais en fait, chaque fois qu'on venait en rendez-vous... c'est incroyable tout ce qu'on apprenait, quoi. Ça nous retournait le cerveau, on ressortait de là avec une tête énorme et une masse de boulot incroyable, mais c'est ça qui nous a fait avancer. Oui, et puis il nous a coachés pas à pas, de la tenue de l'agenda à la tenue d'une réunion, au montage... À la recherche de financeurs. Voilà, au montage d'un dossier de subvention, nous entraîner à faire des concours. Aller chercher les premiers clients, enfin c'est très et puis global. il préparait aussi, il avait la vision pour nous de la croissance de l'entreprise, donc il nous a préparé à l'idée de la levée de fonds, enfin il voyait déjà grand pour nous, donc mais il nous tenait la main étape par étape. Hein. Ouais. Et juste pour finir sur le réseau aussi, parce que pareil, ça nous a ouvert énormément de portes dès qu'on avait un besoin. LMT n'a pas tout en interne et dès qu'on avait un besoin, par contre, LMT savait nous mettre en relation avec des personnes de qualité qui à chaque fois nous ont apporté. Donc ça permettait d'avoir un peu confiance et d'avancer vraiment en confiance, quoi. Oui, c'est grâce à LMT qu'on est rentré en contact avec Initiative Mayenne et puis et les autres pas mal d'autres structures qui nous ont accompagnés. Qui nous ont soutenus, oui. Donc maintenant, quels sont les challenges auxquels vous devez faire face? Eh bien maintenant, on n'a plus le choix, on doit continuer à réussir. Gros challenge. Donc il y a quand même plus de pression. Ouais. Et c'est vrai que le succès est là, mais le succès, c'est pas un acquis, quoi. Tous les jours, il faut recommencer, tous les jours, il faut assurer. Puis on est, comme toutes les jeunes entreprises, tous les jours, on a une catastrophe ou 2 ou 3 qui nous tombent dessus. Donc voilà, le challenge maintenant, c'est de se maintenir continuer, et de continuer à croître. Parce que sur les premières étapes, les premières années, la croissance est très forte, puisque c'est sûr on part de zéro, donc c'est assez facile de faire mieux. Et là c'est vrai qu'on est un peu, cette année était vraiment charnière, on est un peu arrivé au bout de ce qu'on avait prévu quand on a lancé l'entreprise. On a atteint nos objectifs cette année. Maintenant c'est trouver d'autres objectifs qui restent dans notre vision, dans notre état d'esprit, et continuer à maintenir, créer de l'emploi et croître, alors que on a déjà atteint un certain palier, mais c'est enthousiasmant. L'autre challenge, c'est continuer à réussir tout ce que vient de dire Marjolaine, tout en restant nous-mêmes, en continuant à sauver nos valeurs. C'est ça aussi qui est important quand la croissance est là. Voilà, on peut s'oublier, on peut se perdre, on peut se transformer. Et on aimerait bien rester comme on est, garder nos valeurs, garder aussi ce côté artisanal qu'on a de fabriquer notre produit. On ne veut pas devenir des industriels. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses auxquelles on doit faire attention. Oui, et puis même dans la manière de distribuer le produit aussi. Donc vous êtes dans les Biocoop quand même. Donc ça c'est aussi de se dire qu'on a commencé au marché de Laval et maintenant on est dans un réseau de distribution tel que la Biocoop, c'est quand même sympa. Bah oui, totalement. La commercialisation à l'échelle nationale, comme je disais, c'était un de nos objectifs. Quand le projet a commencé à devenir une entreprise, on s'est dit tiens, on n'a qu'à se mettre ça comme objectif, ça va être marrant. Maintenant qu'on l'a eu,
c'était marrant, mais c'était semé d'embûches. Et là, c'est maintenant un peu, ok, quel autre challenge on va se fixer, quoi. Qu'est-ce qui va nous faire vibrer comme ce projet-là nous a fait vibrer pendant 3 ans, quoi. On va trouver, puis on a déjà nos petites idées, et puis idées, bien sûr. on a pas mal d'étapes d'ici là, puisque voilà, on va réaliser le 3e déménagement de l'activité en 3 ans, dans des locaux beaucoup plus grands. L'année dernière, on était 3, maintenant on est 9. Donc il y a aussi beaucoup de travail en interne pour se structurer et créer une vraie cohésion d'équipe et une entreprise qui soit fluide, bienveillante, accueillante pour tous. Et finalement, je crois que ça va être le gros chantier un peu de l'année qui arrive, garder cet esprit famille alors que on grossit aussi en interne, quoi. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes clés autres que les changements de locaux ou Des centaines. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça, des étapes clés, en fait. Ouais. Je trouve, après tu me diras si tu es d'accord Sylvie, mais l'entrepreneuriat est tellement... c'est des montagnes russes, en fait. C'est tellement semé d'embûches que chaque victoire, même la plus petite, est vraiment... un soulagement, doit être célébré, c'est une grosse étape, et puis après, dès que c'est passé, on n'y pense déjà plus et on pense à la suivante. Mais vrai, ouais. Oui, nos déménagements, le recrutement de la première personne qui est arrivée avec nous. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, les 2 grosses étapes clés, ça a été le premier recrutement. Parce que jusque-là, on était toutes les 2, on faisait tout. Puis à notre sauce, quoi. Voilà. C'était assez facile, c'était fluide, même si ça représentait un travail énorme, mais c'était quand même plus facile, quoi. Bon, il a fallu intégrer une première personne et ça a été un premier bonheur, bien sûr, mais une nouvelle source de soucis aussi, s'adapter, bon voilà. Et puis là, quand même, dernièrement, la 2e étape clé importante, c'était comme le référencement en centrale Biocoop France, parce que d'un seul coup, il y a eu un changement d'échelle du jour au lendemain. D'un seul coup, il a fallu produire en très grande quantité, réorganiser totalement la logistique, alors qu'on livrait en caisse de bouteilles. D'un seul coup, il a fallu livrer en palettes. Tout ça dans le même atelier, quand on fait x5 sur la production avec le même nombre de personnes, pareil, on se marre. Là, je crois que ça a été ça. Si on veut donner des grands... Résumés. Oui, voilà. Parce que ça permet, là on est dans le concret, voilà, parce que forcément, comme vous le disiez, voilà, ça change d'échelle et donc forcément faut s'adapter, quoi. C'est ça. Ah oui, puis c'était quand même soudain. On a eu plusieurs changements d'échelle quand même. C'était le plus gros, quoi. Voilà. C'était vraiment... au début, on livrait à l'unité, en glacière. Oui, voilà, à l'unité, puis en glacière dans le coffre de la voiture, puis après on a acheté un camion réfrigéré, donc on faisait les livraisons toutes fières avec le camion réfrigéré. Qui était à peine rempli. C'est vrai, mais c'est venu quand même assez progressivement. Mais là, pour Biocoop, du jour au lendemain, il a fallu envoyer 8 palettes. 16 palettes la première livraison. 16 palettes la toute première livraison. C'était dingue. Enfin... Bon, voilà, c'est voilà, le challenge interne, quoi. Non, merci pour ces partages. Et puis aussi, moi j'ai ma question habituelle. Donc c'est selon vous, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir ? L'innovation, pour moi, c'est penser en dehors des clous, quoi. Et en fait, je trouve que c'est vraiment super difficile de juste suffisamment se laisser influencer par ce qui nous entoure, la société actuelle, etc. Mais pas suffisamment pour que ça nous enlève des idées qui sont novatrices, qui changent un peu la donne. Et pour moi, c'est compliqué d'être innovant. Et parfois, en fait, faut juste se lâcher, quoi. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien à l'atelier, avec l'avantage que aucune de nous deux n'était vraiment du milieu, puisque Sylvie, elle a été infirmière toute sa vie, donc on n'est pas dans l'agroalimentaire. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai jamais travaillé en entreprise, en fait. Donc, ce qui fait que... Mais t'avais quand même fait des études un peu dans l'agroalimentaire. Études dans l'agroalimentaire, ouais, mais voilà, mais en tout cas, pas... Voilà. Donc, en fait, je savais pas ce que c'était le milieu de l'entreprise. Donc ça nous permet aussi de faire un peu les choses à notre manière, sans se laisser influencer. Et puis voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'innovation ?
C'est un sujet tellement complexe, voilà, on peut prendre des heures pour en parler. Pour moi, quand j'entends ce terme, je me dis que on peut plus, il y aura encore des choses à inventer, bien sûr, mais tout a déjà été bien survolé quand même dans tous les domaines. Mais on peut malgré tout être innovant au quotidien. Moi, c'est ça que j'aime, c'est s'inspirer de ce qui a été fait, certes, mais le détourner, l'inventer autrement. Moi, ce que j'adore, c'est ne pas faire comme les autres. Rien qu'avec cet état d'esprit, on découvre des nouvelles manières, des innovations, mais tous les jours, dans les petites manières de faire, dans les petites manières d'être aussi, de communiquer, de relationner. La preuve, aujourd'hui, on vous a amené notre chien. C'est la première fois que vous recevez un chien dans notre studio. Tout à fait. Maori, à bois. Oui, je pense que c'est vraiment très bien résumé. Nous, on ne savait pas qu'on était innovante, mais oui, jusqu'à ce qu'on nous l'a dit. On nous dit, ah bon, je sais pas, nous on fait juste un peu les choses à notre manière, et je pense que c'est la spécificité, en tout cas à l'atelier, c'est qu'on n'a pas une grosse innovation, mais que c'est plein de petites soi-disant innovations qu'on ne savait pas qui étaient des innovations tout au long de la chaîne de valeur qui créent une entreprise innovante, parce que voilà, tout est un peu à côté de la plaque ou en dehors des clous, quoi. Et ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner du moins. Merci. Après, si jamais vous aviez quelque chose autre à rajouter. Sur l'entrepreneuriat, moi j'essaie toujours de dire à ceux qui veulent entreprendre, et là on le voit bien, s'il y a quelques conseils à donner, c'est déjà s'entourer un maximum, pas avoir peur de parler de son idée. Nous, c'est ce qu'on a fait au maximum, notamment en venant chez LMT. Ouais, c'est ça, s'entourer. Et puis pour moi, être entrepreneur, je le dis souvent, mais c'est pas une question de ce qu'on a appris ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est plutôt, ou de ce qu'on fait, c'est plutôt une posture interne et personnelle en fait. Essayer de casser les codes et de rester fidèle à soi-même, quoi. C'est bien ça, rester fidèle à soi-même. Ouais. Et ne pas rentrer dans un costume. Si ça vous ressemble pas. Ne pas essayer de ressembler à ce qu'on n'est pas, ressembler aux autres ou faire comme les autres. Et ça, c'est une partie de notre succès. Ouais, je pense. Merci à vous deux d'être venus dans les locaux de Laval Mayenne Technopole. Et oui, c'est bien la première fois que je recevais un chien dans le studio. C'était une expérience amusante. Ces partages sur votre aventure entrepreneuriale sont enthousiasmants. Et comme vous le disiez, ce sont bien des montagnes russes et que chaque étape réussie doit être célébrée. C'est aussi en faisant que l'on apprend et que l'accompagnement de l'incubateur des débuts est nécessaire pour aider au décollage. Et si vous voulez en savoir plus ou goûter, vous savez où retrouver l'atelier du ferment. Et aussi, j'avais déjà réalisé une vidéo pour la web-série Entrepreneur mais pourquoi avec Marjolaine, c'est l'épisode 4, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. La semaine prochaine, c'est une de nos partenaires de notre écosystème européen que je vais recevoir. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.